Au moment où j'étais sur le point d'entrer dans le restaurant chic pour le dîner, auquel ma belle-fille m'avait invité, mon avocat m'a appelé. Sortez de là maintenant. Venez à mon cabinet. Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. Quand je suis arrivé là-bas, mon monde entier s'est effondré. Mais laissez-moi commencer par le début, parce que la trahison que j'ai découverte cette nuit-là avait des racines remontant à des mois, peut-être même des années. Mon nom est Bernard, j'ai 70 ans et jusqu'à il y a 1 an, je pensais avoir une famille qui m'aimait. Ma femme, Hélène, est décédée après 45 ans de mariage, me laissant dans une maison qui semblait soudainement trop grande et trop silencieuse. La tristesse était écrasante, mais je me répétais, j'ai Michel et Patricia, mon fils et ma belle-fille, et leurs 2 merveilleux enfants, Emma et Louis. Ils vont m'aider à traverser cette période difficile. Comme je me trompais. L'invitation au dîner est arrivée un mardi après-midi. Patricia a appelé, ce qui était étrange, car elle me contactait rarement directement. Sa voix était étrangement douce, presque mielleuse, quand elle a dit « Bernard, j'ai tellement pensé à vous ces derniers temps. Je sais que cette dernière année a été incroyablement difficile, et je veux faire quelque chose de spécial pour vous. » J'ai senti une lueur d'espoir dans ma poitrine. Depuis la mort d'Hélène, je me sentais de plus en plus isolé. Les dîners hebdomadaires en famille avaient cessé. Les visites des petits-enfants étaient devenues rares, toujours interrompues par Patricia, disant qu'ils avaient des activités ou des devoirs. Même Michel semblait distant, toujours occupé par le travail ou des projets à la maison. « Qu'aviez-vous en tête, ma chère ?» ai-je demandé, essayant de ne pas paraître trop anxieux. « Nous avons fait des réservations au pavillon Élysée, dans le 8e arrondissement. Vous savez, ce bel endroit avec les lustres en cristal. J'ai pensé que nous pourrions passer un agréable dîner, juste en famille. Peut-être inviter quelques-uns de nos amis aussi, faire quelque chose de vraiment spécial. » Le pavillon Élysée. Je n'y étais allé qu'une fois pour le mariage de Michel et Patricia, il y a 8 ans. C'était le genre d'endroit qui nécessitait une réservation des semaines à l'avance et où un seul repas coûtait plus que ce que je dépensais en courses pendant 1 mois. Patricia, c'est très attentionné de votre part, mais ça semble cher. Ne vous inquiétez pas pour ça, m'a-t-elle interrompu rapidement. C'est notre cadeau. Vous méritez d'être célébré, Bernard. Vous avez traversé tellement de choses et nous voulons vous montrer combien vous êtes important pour nous. Les mots étaient exactement ce que j'avais besoin d'entendre, mais quelque chose dans son ton semblait répéter, comme si elle lisait un script. Pourtant, j'ai mis cette sensation étrange de côté. Peut-être que j'étais paranoïaque, peut-être que le deuil me rendait méfiant. « Quand avez-vous pensé ?» ai-je demandé. « Que diriez-vous de samedi soir, à 19h? Je viens vous chercher à 18h30 pour que vous n'ayez pas à vous soucier de conduire jusqu'au centre. » Samedi était dans 3 jours. J'ai passé ces 3 jours dans un état que je n'avais pas ressenti depuis l'enterrement d'Hélène. Une excitation sincère mélangée à une anxiété nerveuse. Je suis allé chez le coiffeur pour la première fois depuis des mois pour arranger mes cheveux blancs. J'ai acheté un nouveau costume aux Galeries Lafayette, bleu marine, quelque chose d'approprié pour un restaurant chic. J'ai appelé ma sœur Hélène, à Nice, pour lui parler du dîner. « C'est bien, Bernard, a-t-elle dit, mais j'ai détecté de la prudence dans sa voix. Il était temps qu'il fasse un effort. Que voulez-vous dire ?» Hélène est restée silencieuse un moment. « Eh bien, tu sais, je suis inquiète de voir à quel point tu les vois peu. Quand as-tu vu les petits-enfants pour la dernière fois ?» J'ai dû réfléchir, ce qui était déjà déprimant. L'anniversaire d'Emma en mars. Mais ce n'était que pour 1 heure environ. Patricia a dit qu'ils avaient d'autres projets. Bernard, c'était il y a 4 mois. La réalité de cela m'a frappé de plein fouet, mais je l'ai repoussé. Ce dîner était la preuve que les choses changeaient, que Patricia avait remarqué ma solitude et voulait y remédier. Samedi est arrivé, gris et pluvieux, typique de la fin octobre à Paris. Je me suis habillé avec soin,
portant le nouveau costume et la montre en or qu'Hélène m'avait offerte pour notre 40e anniversaire de mariage. J'ai même mis de l'eau de Cologne, quelque chose dont je me souciais à peine depuis que j'étais veuf. Exactement à 18h30, j'ai entendu une voiture dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai vu Patricia sortir de sa Mercedes argentée tenant un parapluie. Elle était élégante, comme toujours, dans une robe de cocktail noir qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. J'ai pris mon manteau et mon portefeuille, jeté un dernier coup d'œil dans le miroir de l'entrée et ouvert la porte. « Bernard, vous êtes absolument élégant », a dit Patricia, bien que son sourire semblait forcé. « Ce costume est parfait. Merci, ma chère. » Je suis tellement excité pour ce soir. Cela fait longtemps que nous n'avons pas passé du temps tous ensemble. Pendant que nous roulions vers le centre, Patricia parlait sans arrêt du restaurant, du menu, comment tout serait élégant. Mais j'ai remarqué qu'elle évitait de mentionner qui d'autre serait avec nous, même si elle avait dit qu'elle inviterait des amis. Le pavillon Élysée était encore plus impressionnant que dans mes souvenirs. Les lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur les tables aux nappes blanches impeccables et aux couverts brillants. Un pianiste dans un coin contribuait à l'atmosphère sophistiquée. Patricia m'a guidé vers le fond du restaurant où je pouvais voir une grande table ronde pour environ 8 personnes. Michel était déjà là, élégant dans un costume sombre, parlant avec un homme que je ne reconnaissais pas, d'âge moyen, d'apparence professionnelle, et une mallette à côté de sa chaise. « Papa !» Michel s'est levé et m'a fait la bise, mais cela semblait formel, comme s'il remplissait une obligation. « Tu es très élégant. »« Merci, mon fils. C'est bon de te voir. » Patricia a présenté l'étranger comme le docteur Richard Castille, un ami du milieu médical. Il y avait aussi un autre couple que je n'avais jamais vu, les Dumont, que Patricia a décrit comme des amis de longue date de la famille, bien que je n'ai jamais entendu leur nom auparavant. Nous nous sommes assis et j'ai été placé en bout de table, ce qui me semblait être un honneur, jusqu'à ce que je réalise que cela me plaçait face au docteur Castille, qui continuait à m'observer avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. La conversation coulait autour de moi, mais je me sentais étrangement déconnecté. Les Dumont me posaient des questions sur ma santé, ma situation de logement, comment je m'en sortais depuis la mort d'Hélène. Le docteur Castille hochait la tête pensivement à mes réponses, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. « Bernard » a dit le docteur Castille pendant les amuse-bouches. Patricia et Michel ont mentionné que vous avez eu des difficultés depuis le décès de votre épouse. C'est tout à fait normal, bien sûr. Le deuil affecte chaque personne différemment. J'ai regardé Patricia, confus. Des difficultés ? Je ne dirais pas que j'ai des difficultés. Papa, m'a interrompu Michel doucement. Tu dois admettre que tu as eu quelques moments difficiles. La confusion avec les dates, oublier des rendez-vous. Mon cœur a fait un bond. Quelle confusion, quel rendez-vous. Je tiens mon agenda organisé depuis toujours, depuis la mort d'Hélène. Si quelque chose a changé, je suis devenu plus organisé, pas moins. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ai-je dit doucement. Patricia s'est penchée et a touché ma main. Tout va bien, Bernard. Nous sommes tous ici parce que nous nous soucions de vous. C'est alors que mon téléphone a sonné. La sonnerie a coupé l'atmosphère élégante comme une alarme. Je l'ai cherché dans ma poche, embarrassé, prévoyant de l'éteindre rapidement, mais quand j'ai vu le nom sur l'écran, Daniel Moreau, avocat, mon sang s'est glacé. Daniel avait été notre voisin pendant 23 ans. Après la mort d'Hélène, il m'avait aidé avec quelques documents juridiques et était devenu une sorte de confident. Il ne m'appelait jamais le soir, sauf si quelque chose n'allait vraiment pas. « Excusez-moi », ai-je murmuré à la table, « c'est mon avocat. Il n'appellerait pas si ce n'était pas urgent. » J'ai répondu rapidement. « Daniel ?» Sa voix était tranchante, urgente, complètement différente de son calme habituel. « Bernard, où êtes-vous maintenant ? Je suis au pavillon Élysée dans le 8e, je dîne avec Michel et Patricia. » « Écoutez-moi très attentivement.
m'a-t-il interrompu, la voix baissant presque jusqu'au murmure. Ne signez rien, n'acceptez rien. Trouvez une excuse et sortez immédiatement. Venez à mon cabinet. Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Autour de la table, je pouvais voir le visage de Patricia pâlir et Michel se pencher, essayant d'entendre la conversation. « Daniel, je ne comprends pas. Faites-moi confiance, Bernard. Sortez maintenant. » Quoi qu'il vous ait dit, quoi que ce dîner soit, ce n'est pas ce que vous pensez. Je vous expliquerai tout quand vous arriverez ici, mais vous devez quitter ce restaurant immédiatement. Mes mains tremblaient quand j'ai raccroché. 8 visages autour de la table me fixaient, et pour la première fois, je les voyais clairement. Ce n'était pas de la famille et des amis me célébrant, mais des conspirateurs dont le plan venait d'être interrompu. « Je dois partir, » ai-je dit, me levant de manière instable. « Il y a une urgence. »« Bernard, quoi que ce soit, ça peut attendre, » a dit le docteur Castille, se levant légèrement de sa chaise. « Nous n'avons même pas eu le plat principal. » Mais je bougeais déjà, prenant mon manteau et mon portefeuille. Patricia a saisi mon bras alors que je passais devant sa chaise. « Bernard, s'il vous plaît, ne partez pas. Nous avons planifié toute cette soirée pour vous. » Quelque chose dans sa poigne, trop forte, trop désespérée, a confirmé ce que l'appel de Daniel avait suggéré. Ce n'était pas une célébration, c'était quelque chose de complètement différent. « Je dois y aller », ai-je répété, me libérant de son bras. Alors que je marchais rapidement vers la sortie, j'ai entendu la voix de Michel, derrière moi. « Papa, tu es irrationnel, reviens t'asseoir. » Mais j'ai continué à marcher, le cœur battant, les mots urgents de Daniel résonnant dans ma tête. Quand je suis arrivé dans la rue, j'ai hélé un taxi et donné au chauffeur l'adresse du cabinet de Daniel. Alors que nous nous éloignions du pavillon Élysée, j'ai regardé en arrière par la vitre arrière. À travers les grandes fenêtres du restaurant, je pouvais voir la table où j'étais assis. Patricia était au téléphone, gesticulant frénétiquement. Michel parlait rapidement avec le docteur Castille, qui hochait la tête. De quoi que je venais d'échapper, je savais que ma vie venait de changer pour toujours. L'immeuble de Daniel était sombre, sauf quelques fenêtres éclairées, mais je pouvais voir la lumière venant de son bureau d'angle au 3e étage. Le chauffeur de taxi m'a regardé avec inquiétude, alors que je le payais. « Vous êtes sûr de vouloir descendre ici si tard, monsieur ? Ça a l'air plutôt vide. »« Oui, merci. Quelqu'un m'attend. » Mais alors que je me tenais sur le trottoir, regardant le taxi partir, j'ai ressenti une vague d'incertitude. Qu'est-ce que je faisais là? Peut-être que Michel avait raison. Peut-être que j'étais irrationnel, laissant la paranoïa gâcher une soirée parfaitement agréable que ma famille avait planifiée pour moi. Le gardien de l'immeuble m'a reconnu des visites précédentes et m'a laissé monter sans poser de questions. La porte du bureau de Daniel était déjà ouverte quand je suis arrivé au 3e étage et je pouvais l'entendre au téléphone, la voix tendue et urgente. « Non, il a quitté le restaurant. Dieu merci. Il est en route maintenant. Oui, j'en suis sûr. J'ai toute la documentation ici. » Il a levé les yeux quand je suis apparu à la porte et j'ai été frappé par son air épuisé. Daniel était normalement impeccablement habillé. Mais ce soir-là, sa cravate était desserrée, ses cheveux gris, toujours parfaits, étaient ébouriffés. « Bernard, Dieu merci, » a-t-il dit, raccrochant et se précipitant vers moi. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puis-je vous offrir de l'eau, un café ? Daniel, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez fait peur avec cet appel. » Il m'a guidé vers le fauteuil en cuir en face de son bureau, puis s'est assis pour me faire face avec une expression grave. « Bernard, j'ai besoin que vous vous prépariez. Ce que je vais vous dire va être très difficile à entendre. » Mes mains ont recommencé à trembler. « Vous me faites peur. » Daniel a ouvert un épais dossier sur le bureau. « Cet après-midi, j'ai reçu un appel du docteur Sandra Duval. Vous la connaissez ?» J'ai secoué la tête négativement. C'est une psychiatre gériatrique spécialisée dans les évaluations de capacité. Elle m'a appelé parce que votre nom est apparu dans une demande très étrange et quelque chose l'a suffisamment dérangée pour qu'elle me contacte. Daniel a sorti un document et me l'a tendu.
Patricia a contacté le docteur Duval il y a 2 semaines, demandant une évaluation de capacité d'urgence pour vous. Elle a prétendu que vous montriez des signes de déclin cognitif grave et que la famille s'inquiétait pour votre sécurité. Les mots sur le papier dansaient devant mes yeux. Je pouvais voir mon nom, mon adresse, mais la terminologie médicale était déroutante et effrayante. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'une évaluation de capacité ? La mâchoire de Daniel s'est contractée. C'est un processus légal utilisé pour déterminer si quelqu'un est mentalement capable de prendre ses propres décisions. Si vous êtes déclaré incapable, un tuteur peut être nommé pour prendre des décisions concernant vos finances, votre situation de logement, vos soins médicaux, essentiellement toute votre vie. La pièce semblait pencher, mais je vais parfaitement bien. Je n'ai jamais eu de problème avec ma mémoire ou pour prendre des décisions. Je le sais, et le docteur Duval aussi, c'est pourquoi elle m'a appelé. Elle a dit que Patricia était très insistante, prétendant que vous aviez des épisodes de confusion, oubliant des rendez-vous importants, montrant des signes de paranoïa et de comportement erratique. Ce n'est pas vrai. Ma voix est sortie dans un murmure. Rien de tout cela n'est vrai. Daniel a sorti un autre document. Selon la déclaration de Patricia, vous l'avez appelée à toute heure, confus sur l'endroit où vous êtes. Elle a prétendu que vous aviez oublié votre rendez-vous chez le médecin le mois dernier et que vous vous êtes présenté au mauvais bâtiment, insistant qu'ils avaient changé votre horaire sans vous prévenir. Je l'ai fixé. Je n'ai pas appelé Patricia à des heures étranges et je n'avais pas de rendez-vous médical le mois dernier. Je n'ai pas vu le docteur Williams depuis mon examen en mai. Bernard, le docteur Duval s'est méfié quand Patricia a insisté pour une évaluation précipitée. Elle a dit que la plupart des membres de la famille sont réticents à engager un processus de capacité parce que c'est très invasif et traumatisant. Mais Patricia semblait anxieuse, presque impatiente de commencer le processus. Daniel m'a tendu un autre papier. C'est ce qui a vraiment attiré l'attention du docteur Duval. Patricia a demandé que l'évaluation soit faite dans un environnement public, avec plusieurs témoins présents au lieu d'un cadre clinique. Elle a spécifiquement suggéré le dîner de ce soir au pavillon Élysée. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Le dîner n'était pas une célébration. C'était censé être mon audience de capacité. Exactement. Le docteur Castille n'est pas n'importe quel médecin. C'est un psychiatre qui travaille avec le docteur Duval sur ses évaluations. L'autre couple, les Dumont, sont des témoins professionnels qui témoignent dans les affaires de capacité. Je me suis senti nauséeux. Vous voulez dire qu'ils étaient tous là pour m'observer, pour chercher des signes que je perds la tête ? Le plan de Patricia était de créer une situation où vous paraîtriez confus, désorienté ou émotionnellement instable devant des témoins professionnels. Ainsi, ils pourraient vous déclarer incapable et demander au tribunal votre tutelle. Mais pourquoi ? La question est sortie comme un sanglot. Pourquoi voudrait-il me faire ça ? Daniel a hésité, puis a sorti un autre dossier. Bernard, j'ai besoin de vous poser quelques questions sur vos finances. Savez-vous combien d'argent vous avez sur vos comptes ? Bien sûr, Hélène et moi avons toujours été très prudents avec l'argent. Entre nos économies, son assurance vie et ma retraite, j'ai environ 450 000 €. De plus, la maison est payée. Elle vaut probablement 300 000 de plus. Daniel a hoché la tête sombrement. C'est ce que je pensais. Bernard, si Michel et Patricia étaient nommés vos tuteurs, ils auraient un contrôle total sur tout cet argent. Ils pourraient vendre votre maison, vous transférer dans une maison de retraite et gérer vos biens comme bon leur semble. L'ampleur totale de la trahison devenait claire. Ma propre famille avait prévu de voler non seulement mon argent, mais ma liberté, mon indépendance, mon identité même. « Y a-t-il plus ?» a dit Daniel doucement. Le docteur Duval a enquêté un peu après l'appel de Patricia. Il s'avère que ce n'est pas la première fois que Patricia est impliquée dans une affaire de capacité. Il y a 3 ans, elle travaillait comme aide-soignante privée pour une dame âgée nommée Madame Élise Thibault. La famille de Madame Thibault a ensuite accusé Patricia de manipuler leur mère,
et de l'influencer pour changer son testament. Qu'est-il arrivé? Rien ne s'est passé légalement. Madame Thibault est décédée avant que l'affaire puisse être entièrement enquêtée, mais la famille était convaincue que Patricia avait isolé leur mère et l'avait convaincue de laisser une partie substantielle de son héritage à Patricia personnellement. Je suis resté silencieux, abasourdi, traitant l'information. Patricia, que je pensais connaître, l'épouse de Michel, la mère de mes petits-enfants, était apparemment quelqu'un d'entièrement différent, une prédatrice qui ciblait les personnes âgées vulnérables. Daniel, comment avez-vous découvert tout cela? Le docteur Duval ne s'est pas senti à l'aise avec la demande de Patricia dès le début. Quand elle a commencé à enquêter sur le passé de Patricia, elle a découvert le lien avec Madame Thibault. Elle a également trouvé suspect que Patricia semblait en savoir autant sur le processus de capacité. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'évaluation d'urgence ou de témoins professionnels. Daniel s'est penché dans sa chaise. Bernard, je pense que Patricia prépare cela depuis des mois, peut-être juste après la mort d'Hélène. Elle a soigneusement construit un dossier selon lequel vous êtes en déclin mental, se préparant pour ce moment. J'ai pensé à l'année dernière, à toutes les petites choses qui avaient semblé étranges ou douloureuses, l'éloignement croissant de Patricia, la réticence à m'inclure dans les activités familiales, la façon dont elle me posait parfois la même question plusieurs fois comme si elle testait ma mémoire. Elle m'a piégé, ai-je dit doucement, me faisant paraître peu fiable ou confus. Je le pense. Et ce soir était censé être l'étape finale, vous déclarer incapable devant des témoins et ensuite agir rapidement pour que la tutelle soit transférée à Michel et Patricia. Mon téléphone a vibré avec un message texte. C'était de Patricia. Bernard, nous sommes tous très inquiets pour vous. S'il vous plaît, appelez-moi pour que nous sachions que vous allez bien. La façon dont vous avez quitté le dîner était très préoccupante. J'ai montré le message à Daniel, qui a froncé les sourcils. Elle commence déjà à construire le récit selon lequel votre comportement de ce soir était erratique et préoccupant. Que dois-je faire maintenant? Je me sentais totalement perdu, trahi par les personnes que j'aimais le plus au monde. D'abord, vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je suis votre voisin depuis plus de 20 ans, Bernard. Je vous ai vu prendre soin d'Hélène pendant sa maladie avec un dévouement et une compétence totale. Je vous ai vu gérer votre maison, vos finances, votre santé. Il n'y a rien de mal avec votre jugement ou votre capacité mentale. Mais comment le prouvons-nous? Daniel a souri pour la première fois de la soirée. Nous l'avons déjà prouvé. Le docteur Duval, en me prévenant du plan de Patricia, est essentiellement une preuve professionnelle qu'elle ne croit pas que vous ayez besoin d'une évaluation de capacité. Et j'ai une idée de comment nous pouvons utiliser toute cette situation à notre avantage. Que voulez-vous dire? Patricia a montré ses vraies intentions. Elle s'est révélée comme quelqu'un qui vous manipulerait et exploiterait pour un gain financier. Mais elle ne sait pas que nous connaissons son plan. Cela nous donne un énorme avantage. Daniel a pris un bloc-notes et a commencé à écrire. Voici ce que nous allons faire demain. Vous allez appeler Patricia et vous excuser d'avoir quitté le dîner si soudainement. Vous allez dire que vous étiez confus et bouleversé et que vous vous sentez embarrassé par votre comportement. Mais je n'étais pas confus. Je le sais, mais Patricia interprétera vos excuses comme une confirmation que vous avez des difficultés mentales. Cela la rendra confiante que son plan fonctionne et qu'elle peut continuer avec la demande de tutelle. Vous voulez que je fasse semblant de perdre la tête? Daniel a secoué la tête. Non pas que vous perdiez la tête, mais que vous sembliez vulnérable et susceptible à son influence. Pendant ce temps, nous documenterons tout ce qu'elle fait, collectant des preuves de ses vraies intentions. Quand le moment viendra, nous serons prêts à la démasquer. J'ai senti une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un sens du but, de riposter. Vous pensez que cela peut fonctionner? Je pense que Patricia nous a sous-estimés tous les deux. Elle vous voit comme une cible facile, et moi comme juste un ami de la famille.
Elle n'a aucune idée que nous comprenons déjà son jeu. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre message de Patricia. Bernard, Michel est très bouleversé par ce qui s'est passé ce soir. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider. J'ai regardé Daniel. Dois-je répondre? Pas ce soir, laissez-la s'inquiéter. Demain, nous commençons notre contre-attaque. Alors que Daniel me raccompagnait à l'ascenseur, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La trahison faisait encore horriblement mal. Savoir que Michel et Patricia avaient prévu de me voler mon indépendance était presque insupportable. Mais il y avait autre chose qui grandissait avec la douleur. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, je ne me sentais pas sur la défensive. « Daniel », ai-je dit en attendant l'ascenseur. « Pourquoi m'aidez-vous? Ce n'est pas vraiment votre responsabilité. » Il est resté silencieux un moment. « Bernard, vous souvenez-vous quand ma femme, Lucienne, est morte il y a 5 ans ?» J'ai hoché la tête. Lucienne Moreau avait été une amie chère, et sa mort d'un cancer nous avait tous dévastés. Vous êtes venu chez moi tous les jours pendant 2 semaines après l'enterrement. Vous avez apporté de la nourriture. Vous m'avez aidé à organiser les affaires de Lucienne. Vous êtes resté avec moi quand je ne supportais pas le silence. Vous n'avez jamais rien demandé en retour. Vous avez juste vu que j'avais besoin d'aide et vous m'avez aidé. L'ascenseur est arrivé, mais aucun de nous n'a bougé pour entrer. Patricia pense qu'elle peut profiter des personnes âgées parce qu'elle croit que nous sommes faibles, isolés, oubliés. Mais elle a tort à votre sujet, Bernard. Vous avez des gens qui se soucient de vous, qui se souviennent de votre gentillesse, qui ne permettront pas que vous soyez exploités. Alors que je descendais dans l'ascenseur, j'ai réalisé que l'homme qui était entré au pavillon Élysée, quelques heures plus tôt, solitaire, désespéré d'être accepté par sa famille, prêt à ignorer les signaux d'alarme pour éviter les confrontations, cet homme était parti. À sa place se trouvait quelqu'un que je n'avais pas été depuis longtemps, un combattant. J'ai passé le dimanche matin à répéter l'appel que je ferais à Patricia. Daniel m'avait donné un petit appareil d'enregistrement et m'avait instruit sur la façon de paraître confus et repentant sans en faire trop. La partie la plus difficile était d'accepter que je devrais faire semblant d'être exactement ce que Patricia voulait que je sois, un vieil homme vulnérable et en déclin. À 10h30, j'ai composé le numéro de Patricia avec les mains tremblantes. Bernard. Sa voix était immédiatement inquiète, mais je pouvais entendre quelque chose en dessous, de la satisfaction, peut-être même de l'excitation. Nous étions si inquiets pour vous. Comment vous sentez-vous ce matin? Je suis embarrassé, Patricia. Pour ce qui s'est passé hier soir, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il y a eu une pause, et quand Patricia a reparlé, son ton avait pris ce que je reconnaissais maintenant, comme sa douceur manipulatrice. « Oh Bernard, vous n'avez pas à être embarrassé. Nous comprenons que vous avez traversé beaucoup de stress. Perdre Hélène, vivre seul dans cette grande maison. C'est naturel que vous vous sentiez parfois dépassé. Vivre seul dans cette grande maison, elle le faisait sonner comme un problème qui devait être résolu. Je continue à penser à ce qui s'est passé, ai-je dit en suivant le script de Daniel. Cet homme, le docteur Castille, était-il vraiment un de vos amis? J'avais l'impression qu'il m'étudiait. Bernard, le docteur Castille est un homme très gentil qui se spécialise dans l'aide aux personnes qui traversent des transitions difficiles. Michel et moi avons pensé qu'il pourrait être bon pour vous de parler à un professionnel de ce que vous ressentez. Le mensonge est venu si facilement, livré avec une préoccupation si apparente, que si je n'avais pas su la vérité, j'aurais pu être reconnaissant. Je pense que je me suis senti confus ces derniers temps, ai-je dit, les mots ayant un goût amer dans ma bouche. Parfois, je ne peux pas me rappeler si j'ai pris mes médicaments ou si j'ai verrouillé les portes la nuit. C'était complètement faux. Je n'avais jamais été aussi organisé ou prudent avec ma routine, mais j'ai presque pu entendre le triomphe de Patricia au téléphone. « Oh, mon cher, c'est exactement ce que nous avons remarqué. Michel s'est tellement inquiété pour vous. Nous le sommes tous les deux. » « Il l'est ?»
J'ai injecté une note d'espoir dans ma voix. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'évite depuis qu'Hélène est morte. Bernard, ce n'est pas du tout vrai. Michel vous aime beaucoup. Il s'est juste inquiété pour votre bien-être et ne voulait pas vous accabler avec ses préoccupations. Un autre mensonge. Si Michel s'était inquiété pour mon bien-être, il m'aurait rendu visite plus souvent, appelé plus souvent, m'aurait inclus dans les activités familiales. Au lieu de cela, il était devenu un étranger qui reconnaissait à peine mon existence. Patricia, pourrions-nous peut-être prendre un café cette semaine, juste nous deux? J'aimerais m'excuser correctement pour mon comportement au dîner. Bien sûr, Bernard, je pense que c'est une merveilleuse idée. Que diriez-vous de mercredi après-midi? Je pourrais venir chez vous. Ce pourrait être plus confortable pour vous que de sortir. Elle voulait venir chez moi. Daniel l'avait prévu. Patricia voudrait voir ma situation de logement. Peut-être documenter tout signe de déclin ou de négligence qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Cela semble parfait. Vers 14 heures? Parfait. Bernard, je veux que vous sachiez que Michel et moi ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous sommes une famille, et la famille prend soin les uns des autres. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine en regardant l'appareil d'enregistrement, me sentant nauséeux. La femme dans cet appel avait semblé vraiment attentionnée, vraiment préoccupée. Si je n'avais pas su ce qu'elle planifiait vraiment, j'aurais été ému par son attention. J'ai appelé Daniel pour lui raconter la conversation. Elle a mordu à l'hameçon, a-t-il dit avec satisfaction. Elle vient évaluer votre situation de logement mercredi. Bernard, cela va être difficile, mais j'ai besoin que vous fassiez en sorte que votre maison ait l'air que vous avez des difficultés à l'entretenir. Que voulez-vous dire? Laissez de la vaisselle dans l'évier, peut-être mettez quelques factures sur le comptoir de la cuisine. Faites en sorte que cela semble que vous avez des problèmes avec la paperasse. Rien de trop dramatique, mais assez pour soutenir son récit selon lequel vous avez besoin de supervision. L'idée de délibérément faire paraître ma maison négligée était presque physiquement douloureuse. Hélène et moi avions toujours maintenu notre maison impeccable, et maintenir cette norme avait été l'une des façons d'honorer sa mémoire. Mais je comprenais la stratégie. Les lundis et mardis sont passés lentement. Je me suis retrouvé à me souvenir des premières années du mariage de Michel et Patricia, essayant de comprendre quand les choses avaient changé, quand la femme que je pensais être une belle fille aimante avait révélé sa vraie nature. Michel avait rencontré Patricia quand il avait 36 ans, travaillant comme consultant financier dans une grande entreprise à la Défense. Il avait eu de la malchance en amour, une série de relations qui n'avaient jamais abouti, et Hélène et moi avions commencé à nous inquiéter qu'il ne trouve jamais quelqu'un avec qui se marier. Quand il a amené Patricia pour nous rencontrer, j'ai été immédiatement impressionné par sa beauté et son élégance. Elle travaillait comme aide-soignante privée pour des clients âgés, les aidant dans les activités quotidiennes et fournissant un soutien émotionnel. Cela semblait être une profession si attentionnée. Et elle parlait de ses clients avec une chaleur et une préoccupation apparentes. « J'adore travailler avec des adultes plus âgés », nous avait-elle dit lors de ce premier dîner. « Ils ont tellement de sagesse et d'expérience de vie. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau, chaque jour des personnes dont je m'occupe. » Hélène avait été enchantée par elle immédiatement. « Elle est bonne pour toi », avait-elle dit à Michel après. « Elle a de la substance. Ce n'est pas comme certaines de ces autres filles avec qui tu es sorti. » Le mariage avait été magnifique, organisé au pavillon Élysée, le même endroit où j'avais failli tomber dans le piège de Patricia. Je me souviens avoir dansé avec Michel lors de la réception, lui disant à quel point j'étais fier de l'homme qu'il était devenu, à quel point j'étais heureux qu'il ait trouvé quelqu'un qui l'aimerait et prendrait soin de lui. « Elle est spéciale, papa », avait-il dit, me faisant tournoyer sur la piste de danse. Je ne me suis jamais senti comme ça pour personne auparavant. Dans les premières années de leur mariage, Patricia semblait vraiment spéciale. Elle était attentionnée envers Hélène et moi, se souvenant des anniversaires, apportant des cadeaux attentionnés, se joignant à nous pour les célébrations des fêtes.
Quand Emma est née, elle était généreuse en partageant le bébé avec nous, me laissant garder et aider avec l'enfant. Mais en regardant en arrière maintenant, je pouvais voir les changements subtils qui avaient commencé. Même alors, Patricia avait toujours des raisons pour que les visites soient écourtées, pour que les réunions de famille doivent être programmées selon ses préférences. Elle a progressivement pris en charge la planification des repas de fête, les déplaçant de notre maison à la leur, et ensuite, finalement, dans des restaurants où la conversation était plus contrôlée et les traditions familiales intimes étaient perdues. Après la naissance de Louis, les changements sont devenus plus prononcés. Patricia a commencé à suggérer qu'Hélène et moi vieillissions et pourrions trouver fatigant de suivre de jeunes enfants. Nos tâches de garde d'enfants ont été réduites puis éliminées complètement. Les dîners familiaux sont devenus mensuels au lieu d'hebdomadaires et ensuite encore moins fréquents. Quand Hélène a été diagnostiquée avec un cancer du sein il y a 3 ans, je m'attendais à ce que Patricia soit solidaire, qu'elle nous aide à naviguer dans les mois difficiles à venir. Au lieu de cela, elle a semblé s'éloigner encore plus de nous. Elle visitait rarement Hélène pendant ses traitements, ayant toujours des conflits avec son emploi du temps ou les engagements des enfants. Je me souviens d'un incident particulier environ 6 mois avant la mort d'Hélène. Elle passait une semaine difficile, affaiblie par la chimiothérapie et luttant contre la douleur. J'ai appelé Michel pour demander s'il pouvait nous rendre visite. Hélène s'égayait toujours quand elle voyait son fils. « Je vais vérifier avec Patricia notre emploi du temps », avait dit Michel. « Vérifier avec Patricia ? Michel, ta mère est mourante. Pourquoi as-tu besoin de vérifier avec quelqu'un ?» Il y a eu une longue pause. « Papa, tu sais à quel point nous sommes occupés avec les activités des enfants. Patricia gère notre emploi du temps et je ne veux pas perturber sa planification. Quand mon fils était-il devenu quelqu'un qui avait besoin de la permission de sa femme pour rendre visite à sa mère mourante? Quand Patricia était-elle devenue la gardienne de nos relations familiales? Hélène est morte un mardi matin en février. Je tenais sa main seule parce que Patricia avait convaincu Michel que ce serait trop traumatisant pour les enfants d'être présents. Trop de tristesse. Et Michel ne devrait pas laisser Patricia gérer les routines du coucher seule. L'enterrement a été la dernière fois où je me suis senti vraiment connecté à Michel et Patricia. Dans notre deuil partagé, il semblait que nous pourrions retrouver le chemin pour redevenir une famille. Patricia a aidé avec les arrangements, Michel a fait un beau discours, et pendant quelques jours, je me suis senti soutenu et aimé. Mais en quelques semaines après l'enterrement, l'isolement a commencé. Les appels sont devenus plus courts et moins fréquents. Les invitations aux événements familiaux se sont taries. Quand je demandais à passer du temps avec Emma et Louis, il y avait toujours des complications. Ils avaient des dates de jeux prévues, des entraînements sportifs, des devoirs qui ne pouvaient pas être interrompus. En été, je voyais mes petits-enfants peut-être une fois par mois, et ces visites étaient toujours brèves et supervisées. Patricia restait dans la pièce, dirigeant les conversations et coupant court aux visites quand elle décidait que les enfants devenaient fatigués ou surstimulés. J'ai commencé à avoir l'impression de disparaître de la vie de ma propre famille. Au 9e anniversaire d'Emma en mars, j'ai été assis à une table séparée de la famille. Quand Louis a perdu sa première dent en avril, je l'ai appris par un post Facebook plutôt que par un appel téléphonique. Au moment où Patricia a appelé pour le dîner au pavillon Élysée, j'étais si seul et désespéré de connexion que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Maintenant, assis dans ma cuisine un mardi soir, j'ai réalisé que la mort d'Hélène n'avait pas seulement emporté ma femme, elle avait été le début du plan de Patricia pour m'éliminer complètement. Sans Hélène, je n'étais plus protégé par sa présence, je n'étais plus essentiel au bonheur de Michel. J'étais devenu un actif à gérer et finalement à récolter. Mercredi après-midi est arrivé gris et froid. J'ai passé la matinée à préparer à contre-cœur la visite de Patricia, laissant de la vaisselle dans l'évier, étalant du courrier non ouvert sur le comptoir de la cuisine, ne faisant délibérément pas mon lit. Cela allait à l'encontre de tous mes instincts, mais les instructions de Daniel avaient été claires.
Je devais avoir l'air d'avoir des difficultés avec les soins de base. Exactement à 14 heures, j'ai entendu la voiture de Patricia dans mon allée. Par la fenêtre, je l'ai regardée approcher de la maison, remarquant comment ses yeux scannaient déjà l'extérieur, le jardin, cherchant des signes de négligence qu'elle pourrait documenter. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper, m'assurant de paraître un peu ébouriffé et désorganisé. « Patricia, bonjour. C'est gentil de pouvoir venir. J'essayais de ranger, mais j'ai peur que la maison soit un peu en désordre. »« Oh Bernard, ne vous inquiétez pas pour ça, a-t-elle dit. Mais je pouvais la voir faire l'inventaire de mon apparence. J'avais délibérément porté une chemise plus vieille, laissé mes cheveux un peu ébouriffés, sauté mon rasage habituel du matin. Comment vous sentez-vous ? Je vais bien, je suppose. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Voudriez-vous un café ? Je pense que j'en ai de près, bien que je ne me souvienne pas quand je l'ai fait. Et je l'ai guidée vers la cuisine, où elle a immédiatement remarqué la vaisselle dans l'évier, les factures éparpillées, l'aura générale de quelqu'un qui ne gérait pas les tâches ménagères. « Bernard, mangez-vous bien, prenez-vous soin de vous ?»« J'essaie, » ai-je dit, injectant une note d'incertitude dans ma voix. Parfois, j'oublie l'heure des repas où je commence quelque chose et je suis distrait. Hier, je pense que j'ai laissé le gaz allumé pendant des heures après avoir fini de cuisiner. C'était complètement faux. Je n'avais jamais laissé le gaz allumé de ma vie, mais les yeux de Patricia se sont allumés d'intérêt. C'est préoccupant, Bernard. Cela pourrait être dangereux. J'ai servi le café avec des mains délibérément tremblantes, m'assurant de renverser un peu sur le comptoir. Je sais, parfois je m'inquiète de ce qui pourrait arriver en vivant seul dans cette grande maison, sans personne pour vérifier. Eh bien, vous n'êtes pas complètement seul. Michel et moi sommes là pour vous. Mais alors que nous nous asseyons à ma table de cuisine, les questions de Patricia sont devenues de plus en plus intrusives. Elle voulait savoir mes routines quotidiennes, mes soins médicaux, ma gestion financière. Elle a demandé mes médicaments, si j'étais à jour avec le paiement des factures, si je conduisais en toute sécurité. Chaque question était formulée avec une préoccupation apparente, mais je pouvais sentir l'esprit calculateur derrière sa façade attentionnée. Elle montait un dossier documentant des preuves de mon prétendu déclin. Le moment le plus troublant est venu quand elle a commencé à parler de mon avenir. « Bernard, j'ai réfléchi à votre situation de logement. Cette maison est vraiment trop grande pour une personne. Avez-vous envisagé quelque chose de plus petit, plus facile à gérer ? J'y ai pensé, ai-je menti, mais cette maison a tant de souvenirs d'Hélène. Je ne sais pas si je pourrais supporter de partir. Je comprends l'attachement émotionnel, mais pratiquement parlant, il existe d'excellentes résidences pour seniors maintenant, des endroits où vous n'auriez pas à vous soucier de l'entretien, où il y aurait des gens autour pour aider si vous aviez besoin de quelque chose. Résidence pour seniors. Elle planifiait déjà de me placer quelque part, pendant qu'elle et Michel prendraient le contrôle de mes biens. Certaines d'entre elles ont même des unités de soins de la mémoire, a-t-elle continué, pour les personnes qui commencent à avoir des difficultés cognitives. La façon désinvolte dont elle a laissé tomber cette phrase, « unité de soins de la mémoire », m'a donné des frissons. Elle plantait des graines, me préparant à l'idée que je pourrais avoir besoin de soins institutionnels. Alors que Patricia se préparait à partir, elle m'a serré dans ses bras avec ce qui semblait être une affection sincère. « Bernard, je veux que vous sachiez que Michel et moi sommes très reconnaissants de vous avoir dans nos vies. Nous prendrons toujours soin de vous, quoi qu'il arrive. » Après son départ, je me suis assis dans ma cuisine, me sentant sale, contaminé par sa fausse gentillesse. Je venais de participer à ma propre destruction, aidant à construire le dossier qui serait utilisé pour voler ma liberté. Mais je ressentais aussi autre chose, une détermination croissante à faire échouer spectaculairement le plan de Patricia. Ce soir-là, j'ai appelé Daniel pour faire un rapport sur la visite. Elle bouge plus vite que je ne m'y attendais, a-t-il dit, après que j'ai décrit notre conversation. Les questions sur les résidences pour seniors, les commentaires sur les soins de la mémoire,
Elle vous positionne déjà pour un placement en institution. Daniel, je ne sais pas combien de temps encore je peux faire semblant d'être confus et impuissant. Cela me donne l'impression de trahir la mémoire d'Hélène, de trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Bernard, vous ne trahissez rien. Vous vous battez de la seule façon possible contre quelqu'un qui détruirait votre vie pour de l'argent. Hélène serait fière de votre courage. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, nous commençons à collecter nos propres preuves. Je veux que vous documentiez chaque interaction que vous avez avec Patricia et Michel. Enregistrez les appels quand c'est possible. Notez les conversations. Et Bernard, je pense qu'il est temps de faire quelques changements dans vos documents légaux. Quel genre de changement? La voix de Daniel portait une note de satisfaction. Le genre qui garantira que Patricia ne pourra jamais mettre la main sur votre argent, peu importe ce qui arrive avec le processus de tutelle. Alors que je me préparais à me coucher ce soir-là, j'ai regardé autour de la maison qu'Hélène et moi avions partagée pendant 23 ans. Patricia voulait me l'enlever, me réduire à un vieil homme impuissant dans une institution pendant qu'elle vivrait dans le luxe avec le produit de ma vie. Mais elle avait fait une erreur de calcul cruciale. Elle avait sous-estimé l'homme qu'elle essayait de détruire, et cette erreur allait tout lui coûter. L'appel de Michel était venu vendredi matin, exactement comme Daniel l'avait prédit. Patricia avait clairement rapporté mon état de déclin, et maintenant ils étaient prêts à passer à la phase suivante de leur plan. « Papa, je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse sur ta situation de logement. » Sa voix était différente, clinique, distante, comme s'il discutait d'une transaction commerciale plutôt que de la vie de son père. J'ai serré le téléphone plus fort, l'appareil d'enregistrement que Daniel m'avait donné déjà allumé. « Que veux-tu dire, mon fils? Patricia m'a parlé de sa visite mercredi. Elle est préoccupée par certaines choses qu'elle a observées. Le désordre dans la cuisine, toi oubliant le gaz, la confusion sur tes routines. » Chaque mot était comme un couteau. Mon propre fils construisait un dossier contre moi basé sur des mensonges que j'avais été forcé de dire. J'ai eu quelques jours difficiles, ai-je dit, gardant le script que Daniel et moi avions préparé. Parfois, je me sens dépassé, gérant tout seul. C'est exactement pourquoi nous devons parler. Je viens cet après-midi, vers 16 heures. Patricia sera avec moi. Bien sûr, Patricia serait avec lui. Elle ne voudrait pas manquer l'occasion de me voir jouer mon rôle de père impuissant en déclin. Après que Michel a raccroché, j'ai immédiatement appelé Daniel. Ils viennent cet après-midi pour avoir une conversation sérieuse sur ma situation de logement. Je pense que c'est ça. La poussée finale pour me faire accepter la tutelle. Parfait, Bernard. Je veux que vous les laissiez faire leurs propositions. Ne résistez pas trop. Nous voulons qu'ils se sentent confiants, que vous êtes malléable et facilement manipulé. Mais n'acceptez rien immédiatement non plus. Dites-leur que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Et s'ils me pressent de signer quelque chose? En aucun cas, vous ne devez signer quoi que ce soit. S'ils insistent trop, cela fonctionne en fait en notre faveur. Cela montre que leurs vraies intentions ne concernent pas votre bien-être. Cet après-midi-là, j'ai passé 1 heure à préparer la maison pour qu'elle ressemble à celle de quelqu'un qui avait des difficultés. Plus de vaisselle dans l'évier, des journaux éparpillés sur les tables, une pile de linge à moitié pliée sur le canapé. Cela me rendait malade, mais je savais que c'était nécessaire. Précisément à 16 heures, j'ai entendu 2 portières de voiture claquer dans mon allée. Par la fenêtre, je pouvais voir Michel et Patricia marcher vers ma porte d'entrée, portant tous les 2 des dossiers et ayant l'air sombrement déterminés. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper, essayant de paraître un peu confus sur l'heure. « Michel, Patricia. Oh, vous êtes déjà là. Je pensais que vous aviez dit 5 heures. »« Nous avons dit 4 heures, papa. » Le ton de Michel était patient mais condescendant, comme on parlerait à un enfant. « Pouvons-nous entrer ?» Je les ai guidés vers le salon, remarquant comment les yeux de Patricia balayaient immédiatement l'espace, cataloguant le désordre délibéré que j'avais créé. Elle a échangé un regard significatif avec Michel. « Bernard, nous sommes ici parce que nous vous aimons et nous sommes inquiets.
a commencé Patricia, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. L'autre jour, quand je vous ai rendu visite, j'ai remarqué certaines choses qui suggèrent que vous pourriez avoir des difficultés à vous débrouiller seul. Quel genre de choses? Ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Michel s'est penché en avant, l'expression grave. Papa, Patricia m'a parlé de la vaisselle qui s'accumule, du courrier éparpillé, de l'incident où tu as laissé le gaz allumé. Ce ne sont pas des problèmes normaux de l'âge. Ce sont des signes de déclin cognitif qui pourraient être dangereux. Déclin cognitif. La phrase m'a frappé comme une gifle. Mon propre fils me diagnostiquait avec une démence, basée sur les observations fabriquées de Patricia. J'ai de bons jours et de mauvais jours, ai-je dit doucement. Depuis que votre mère est morte, parfois je me sens désorienté. Nous comprenons cela, a dit Patricia, tendant la main pour tapoter la mienne dans un geste qui me donnait la chair de poule. C'est pourquoi nous pensons qu'il est peut-être temps d'envisager un soutien supplémentaire. Michel a ouvert son dossier et a sorti une brochure brillante. Papa, nous avons recherché quelques options pour toi. Il y a une merveilleuse résidence pour seniors appelée les Jardins de la Sérénité. C'est à environ 20 minutes d'ici. Ils ont différents niveaux de soins, du logement indépendant à l'assistance à temps plein. J'ai pris la brochure avec des mains tremblantes. Non pas de peur, mais de colère. Les Jardins de la Sérénité semblaient assez agréables sur les photos. Mais je pouvais clairement voir le sous-texte. Il voulait m'y entreposer pendant qu'il prendrait le contrôle de ma vie. Cela a l'air très bien, ai-je dit, parce que c'est ce qu'il s'attendait à entendre. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt à quitter cette maison. Hélène et moi avons tant de souvenirs ici. Patricia et Michel ont échangé un autre regard et j'ai pu voir la frustration passer sur le visage de Patricia. « Bernard, nous comprenons l'attachement émotionnel, » a dit Patricia. « Mais nous devons être pratiques. Cette maison devient trop difficile pour vous à entretenir, et si quelque chose arrivait, si vous tombiez ou aviez une urgence médicale ou oubliez d'éteindre le gaz, il n'y aurait personne ici pour aider. Ne pourriez-vous pas venir me voir plus souvent? La question est restée en l'air un moment avant que Michel ne réponde. Papa, Patricia et moi avons des vies occupées. Nous avons les enfants, notre travail, nos propres responsabilités. Nous ne pouvons pas venir ici tous les jours pour nous assurer que tu vas bien. Voilà, l'honnêteté brutale sous toutes leurs préoccupations. J'étais un fardeau, une nuisance qui devait être gérée efficacement. De plus, a ajouté Patricia, au Jardin de la Sérénité, tu aurais des gens autour tout le temps. Tu ne serais plus seul. Elle a dit cela comme si ma solitude était un défaut de caractère, plutôt que quelque chose qu'ils avaient délibérément créé en m'excluant systématiquement de la vie familiale. L'autre avantage, a continué Michel, c'est que nous pourrions t'aider à gérer tes finances plus efficacement. Patricia a de l'expérience avec les soins aux personnes âgées. Elle sait comment s'assurer que ton argent est utilisé judicieusement pour tes besoins. Patricia a de l'expérience avec les soins aux personnes âgées. J'ai failli rire de l'ironie. Selon les recherches de Daniel, Patricia avait de l'expérience dans la manipulation des personnes âgées et le vol de leurs biens. Je ne sais pas, ai-je dit, essayant de paraître incertain plutôt que furieux. C'est une si grande décision, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. La mâchoire de Michel s'est contractée presque imperceptiblement. Papa, je ne pense pas que tu comprennes à quel point cette situation est grave. Patricia et moi essayons de t'aider avant que quelque chose de terrible n'arrive. Quel genre de chose terrible? Patricia s'est penchée en avant, l'expression grave. Bernard, et si vous aviez un AVC ou une crise cardiaque seul dans cette maison? Et si vous tombiez et ne pouviez pas atteindre un téléphone? Et si vous oubliez de payer vos factures ou deveniez confus avec vos médicaments? Chaque désastre hypothétique était conçu pour me faire sentir impuissant et effrayé. Mais au lieu de la peur, j'ai senti une colère froide grandir dans ma poitrine. Je suppose que ces choses pourraient arriver, ai-je dit prudemment. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait mieux si nous prenions une partie de la responsabilité de vos soins, a dit Michel.
Nous pourrions nous occuper de vos finances, nous assurer que vos factures sont payées, coordonner vos soins médicaux. Cela enlèverait tellement de pression de vos épaules. S'occuper de mes finances, coordonner mes soins médicaux. Il décrivait un contrôle total sur ma vie, présenté comme une gentillesse. Comment cela fonctionnerait-il exactement ? Patricia a sorti un autre dossier. Nous avons déjà parlé à un avocat de la création d'un accord de tutelle. C'est un processus légal qui nous permettrait de prendre des décisions en votre nom quand vous n'êtes pas capable de les prendre vous-même. Mais je suis capable de prendre mes propres décisions. L'es-tu ? La voix de Michel était tranchante maintenant, sa patience s'épuisant. Papa, tu as quitté un dîner familial au milieu du repas parce que ton avocat a appelé. Tu as oublié à quelle heure nous venions aujourd'hui. Tu vis dans une maison qui tombe en ruine parce que tu ne peux pas gérer l'entretien de base. Chaque accusation me frappait parce qu'elles étaient basées sur des situations que Patricia avait orchestrées ou que j'avais mises en scène pour leur bénéfice. Mais Michel ne le savait pas. Il croyait sincèrement que je m'effondrais. « Je sais que j'ai eu des difficultés, » ai-je dit doucement, « mais je ne suis pas prêt à abandonner mon indépendance. » Le masque de Patricia a glissé un moment et j'ai vu un éclair d'irritation sur son visage. « Bernard, l'indépendance est un luxe que vous ne pourrez peut-être plus vous permettre très longtemps. Nous essayons de vous aider à faire la transition vers une situation de logement plus sûre et appropriée pendant que vous avez encore un certain choix en la matière. » La menace était subtile mais claire. Acceptez leur plan maintenant ou il vous sera imposé plus tard. Et si je dis non, ai-je demandé. Et si je veux rester dans cette maison et gérer mes propres affaires? Michel et Patricia ont échangé un long regard et j'ai pu les voir communiquer silencieusement. Finalement, Michel a parlé. « Papa, si tu n'es pas capable de prendre des décisions sensées sur ton bien-être, alors la décision pourrait ne pas être entièrement la tienne. » Voilà la menace finale. Si je n'obéissais pas volontairement, il me déclarerait incapable et forcerait l'obéissance. Tu me menaces, Michel? J'essaie de t'aider, papa. Nous essayons tous les deux, mais si tu vas être têtu à accepter de l'aide, alors nous devrons peut-être explorer d'autres options. Patricia a posé sa main sur le bras de Michel, un geste d'avertissement. Ils avaient trop révélé, trop poussé. Mais le mal était fait. J'avais entendu mon propre fils me menacer de m'interner de force si je ne renonçais pas volontairement à mon indépendance. Je pense que nous devrions donner du temps à votre père pour traiter ce dont nous avons discuté, a dit Patricia doucement. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. Oui, ai-je accepté, me levant sur des jambes instables. J'ai besoin de réfléchir à tout ce que vous avez dit. Michel s'est également levé, son expression s'adoucissant un peu. « Papa, j'espère que tu comprends que nous faisons cela parce que nous t'aimons. Maman voudrait que nous prenions soin de toi. » La mention d'Hélène était comme un coup physique. Comment osait-il invoquer la mémoire de sa mère pour justifier cette trahison? « Votre mère voudrait que je sois heureux, » ai-je dit doucement. « Elle voudrait que je sois traité avec respect et dignité. » Bien sûr, a dit Patricia rapidement. C'est exactement ce que nous voulons aussi. Alors qu'il se préparait à partir, Patricia m'a donné un autre de ses câlins étouffants. Bernard, je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, Michel et moi nous assurerons que vous êtes pris en charge. Nous sommes votre famille et la famille prend soin les uns des autres. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon, fixant la brochure des jardins de la sérénité. Les photos montraient des personnes âgées souriantes, engagées dans des activités, prenant des repas dans une salle à manger commune, assises dans des fauteuils confortables, lisant ou regardant la télévision. Cela semblait assez agréable, mais je savais que ce serait une prison, un endroit où je serais confiné, pendant que Patricia et Michel vendraient ma maison et dépenseraient mon argent. Mais la partie la plus dévastatrice n'était pas la menace à ma liberté ou mes finances. C'était la réalisation que j'avais complètement perdu mon fils. Le Michel, qui venait de quitter ma maison, n'était pas le garçon que j'avais élevé.
n'était pas le jeune homme qui avait dansé avec moi à son mariage et promis de toujours m'aimer et me respecter. Ce Michel avait été remplacé par quelqu'un qui me voyait comme un problème à résoudre, un actif à gérer, une nuisance à éliminer efficacement. Patricia n'avait pas seulement épousé mon fils. Elle l'avait systématiquement détruit, le transformant en complice dans son plan. J'ai pris mon téléphone et appelé Daniel. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé immédiatement. « Ils m'ont menacé, Daniel. Michel m'a vraiment menacé de me déclarer incapable si je n'accepte pas leur plan de tutelle. » « Parfait, vous avez enregistré chaque mot, Bernard. Ce qu'ils viennent de faire s'appelle de la coercition, et c'est illégal dans les processus de tutelle. Ils ont essentiellement admis que leur préoccupation pour votre bien-être est fausse. Ils sont prêts à vous forcer à obéir indépendamment de vos souhaits. Daniel, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et je veux une réponse honnête, bien sûr. Y a-t-il une chance que Michel croie vraiment qu'il m'aide, que Patricia l'ait convaincu que je perds vraiment la tête? Daniel est resté silencieux un moment. Bernard, j'ai réfléchi à cette même question en me basant sur ce que vous m'avez dit sur son comportement l'année dernière. Je pense que Patricia l'a nourri d'un récit soigneusement construit sur votre déclin. Il peut vraiment croire que vous avez besoin d'aide. Est-ce que cela excuse ce qu'il vient de faire? Est-ce que cela excuse de menacer sa propre père? Non, cela n'excuse pas. Qu'il croise au mensonge de Patricia ou non, vous menacez de vous interner de force parce que vous ne voulez pas renoncer à votre indépendance, est cruel et probablement illégal. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de la trahison s'installer sur moi comme une couverture lourde. Même si Michel pensait agir dans mon meilleur intérêt, il avait choisi la version de la réalité de Patricia plutôt que ses propres observations, la manipulation de sa femme plutôt que les protestations de son père. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous activons notre piège. Bernard, je veux que vous appeliez Patricia demain et lui disiez que vous avez décidé d'accepter leur aide. Dites-lui que vous voulez visiter les jardins de la sérénité et que vous êtes prêt à discuter des arrangements de tutelle. Est-ce que cela ne leur donne pas ce qu'ils veulent? Non, exactement. Parce que pendant qu'ils pensent gagner, nous documenterons tout ce qu'ils font. Et quand viendra le moment pour eux de faire face aux conséquences de leurs actions, nous aurons toutes les preuves dont nous avons besoin. Cette nuit-là, je me suis allongé dans le lit que j'avais partagé avec Hélène pendant 23 ans, fixant le plafond et pensant à la conversation avec Michel et Patricia. Demain, je les appellerai et ferai semblant de me rendre. Je jouerai le rôle du vieil homme vaincu et obéissant qu'il voulait que je sois. Mais au fond de moi, je n'étais plus cet homme. J'étais quelqu'un de plus dur, plus fort, plus déterminé que je ne l'avais jamais été auparavant. Patricia pensait qu'elle m'avait brisé, qu'elle avait réussi à retourner mon propre fils contre moi et à m'isoler de toute source de soutien. Elle pensait que j'étais seul et impuissant, prêt à être récolté comme une culture qu'elle avait soigneusement entretenue. Elle n'avait aucune idée que son pire cauchemar était sur le point de commencer. Et tout commencerait par un seul appel dans lequel je lui donnerais exactement ce qu'elle pensait vouloir. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à la regarder y tomber. Samedi matin est arrivé avec une froideur qui correspondait à ma détermination nouvellement trouvée. Je me suis assis à ma table de cuisine avec le téléphone devant moi comme une arme que je me préparais à utiliser. Daniel m'avait soigneusement instruit pour cet appel. Il devait sembler être une reddition sincère, une capitulation complète au plan de Patricia et Michel. À 9 heures, j'ai composé le numéro de Patricia, Bernard. Sa voix était immédiatement chaleureuse, presque triomphante. Elle attendait cet appel. « Comment vous sentez-vous ce matin ?»« Je n'ai pas bien dormi, » ai-je dit, injectant une note de défaite dans ma voix. J'ai continué à penser à tout ce que vous et Michel avez dit hier. Oh, mon cher, je suis sûr que c'était accablant. Ces types de décisions ne sont jamais faciles. Patricia, je pense que vous avez peut-être raison. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'aide. Il y a eu une pause, et j'ai presque pu entendre la satisfaction de Patricia au téléphone.
Bernard, cela demande tellement de courage d'admettre. Je suis fier de vous d'être honnête sur votre situation. Fier de moi, comme si reconnaître ma prétendue faiblesse était une sorte de vertu. Je me demandais si nous pourrions visiter cet endroit que vous m'avez montré, les jardins de la sérénité. J'aimerais le voir en personne avant de prendre une décision finale. Bien sûr, c'est une approche si sensée. En fait, j'ai pris la liberté de les appeler hier et ils ont une disponibilité pour une visite cet après-midi, si vous êtes prêts à y aller. Elle les avait déjà appelés avant même que j'accepte quoi que ce soit. Patricia suivait ses plans. Cet après-midi pourrait être un peu précipité, ai-je dit, essayant de paraître anxieux et dépassé. Pourrions-nous peut-être y aller lundi? Je pense que j'ai besoin d'un jour pour me préparer mentalement. Lundi serait parfait. Je vais les rappeler et planifier. Bernard, je veux que vous sachiez à quel point Michel et moi sommes soulagés que vous soyez ouverts à recevoir l'aide dont vous avez besoin. À propos de l'autre chose que vous avez mentionnée, l'accord de tutelle. Comment cela fonctionnerait-il exactement? La voix de Patricia est devenue professionnelle, efficace. C'est en fait assez simple. Nous rencontrerions un avocat qui nous aiderait à remplir les papiers. Ensuite, il y aurait une brève audience où un juge examinerait votre situation et approuverait l'arrangement. C'est vraiment juste une formalité. Une formalité. Elle faisait sonner cela comme renouveler un permis de conduire plutôt que signer la perte de mes droits fondamentaux en tant qu'adulte. Aurais-je besoin de mon propre avocat pour quelque chose comme ça? Oh, Bernard, ce n'est pas nécessaire. Michel et moi veillerions sur vos intérêts. Avoir votre propre avocat ne ferait que compliquer les choses et rendre le processus plus cher. Bien sûr, elle ne voulait pas que j'aie une représentation légale indépendante. Cela pourrait interférer avec ses plans. Je suppose que cela a du sens, ai-je dit. Vous et Michel savez ce qui est le mieux pour moi. Nous le savons, mon cher, nous le savons vraiment. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Daniel pour faire un rapport sur la conversation. Elle bouge encore plus vite que nous ne nous y attendions, a-t-il dit. Appelez les jardins de la sérénité avant que vous n'acceptiez de visiter. Vous conseillez de ne pas avoir votre propre avocat. Elle montre son jeu maintenant. Daniel, et si elle enregistre nos conversations aussi, et si elle monte son propre dossier selon lequel je suis incapable? Laissez-la essayer. Bernard, souvenez-vous que vous n'êtes pas vraiment incapable. Toute évaluation objective montrerait que vous êtes mentalement vif et capable de gérer vos propres affaires. Son dossier dépend entièrement de preuves fabriquées et de mensonges. En parlant de cela, qu'avez-vous voulu dire l'autre jour à propos de faire des changements dans mes documents légaux? La voix de Daniel portait une note de satisfaction. Bernard, ce matin, je vais vous aider à créer ce qu'on appelle une fiducie irrévocable. Vous allez transférer tous vos biens, votre maison, vos économies, vos investissements dans une entité légale que Patricia et Michel ne pourront jamais toucher, peu importe ce qui arrive avec les processus de tutelle. Mon cœur a fait un bond. Est-ce légal? Complètement légal, tant que vous êtes mentalement capable quand vous signez les documents. Et Bernard, nous allons faire vérifier cette capacité indépendamment par un psychiatre qui n'a aucun lien avec Patricia ou ses plans. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vis si tout mon argent est dans une fiducie? La fiducie vous versera un revenu mensuel pour le reste de votre vie. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, mais le principal sera protégé. Et voici la belle partie. Quand Patricia et Michel essaieront de revendiquer vos biens en tant que vos tuteurs, ils découvriront qu'il n'y a pas de biens à revendiquer. J'ai ressenti une vague de satisfaction féroce. Ils découvriront que je les ai trompés. Pas seulement trompés, Bernard. Vous aurez tendu un piège qui exposera leurs vraies intentions au système légal. Quand ils réaliseront qu'il n'y a pas d'argent à voler, leur masque de préoccupation tombera complètement. Lundi matin, je me suis rencontré avec Daniel au bureau du docteur Sandra Duval, la psychiatre gériatrique qui avait initialement alerté Daniel du plan de Patricia.
Le docteur Duval était une femme au visage bienveillant d'une cinquantaine d'années qui m'a immédiatement mis à l'aise. « Monsieur Bernard, je veux m'excuser pour la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé. Quand Patricia m'a approché pour une évaluation de capacité, quelque chose dans son approche a soulevé des drapeaux rouges. » Quel genre de drapeaux rouges? La plupart des membres de la famille qui sont vraiment préoccupés par la capacité mentale d'un être cher sont réticents à engager des processus formels. Ils espèrent trouver d'autres solutions, des moyens de fournir un soutien sans retirer l'indépendance. Mais Patricia semblait impatiente d'avoir une évaluation rapide et une tutelle immédiate. C'est généralement un signe de motivation financière plutôt que de soins sincères. Le docteur Duval a mené un examen complet, des tests de mémoire, des exercices de résolution de problèmes, des questions sur mon fonctionnement quotidien. L'ensemble du processus a duré 2 heures et à la fin, elle a souri. « Monsieur Bernard, vous êtes clairement mentalement capable et apte à gérer vos propres affaires. Je serai heureuse de fournir une documentation écrite de ce fait. » Après l'évaluation psychiatrique, Daniel et moi sommes allés à son bureau pour signer les documents de la fiducie. Alors que je signais mon nom sur les papiers qui protégeraient mes économies de toute une vie du plan de Patricia, j'ai ressenti un profond soulagement. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, nous attendons que Patricia fasse son prochain mouvement. Et Bernard, je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous allez bien. Vous aurez un revenu sûr, un endroit sûr où vivre et des gens qui se soucient de votre bien-être. » Cet après-midi-là, Patricia est venue me chercher pour notre visite au Jardin de la Sérénité. Elle était habillée professionnellement, comme une femme d'affaires concluant une affaire importante, ce qui, je suppose, était exactement ce qu'elle pensait faire. « Comment vous sentez-vous à propos d'aujourd'hui » a-t-elle demandé en conduisant. « Nerveux, ai-je dit honnêtement. C'est un si grand changement. Le changement est toujours difficile, mais parfois c'est nécessaire pour notre propre bien. » Les Jardins de la Sérénité étaient exactement ce à quoi je m'attendais d'après la brochure. Une installation bien entretenue, avec des espaces communs agréables et du personnel joyeux. La directrice, Madame Faucher, nous a fait faire une visite complète, nous montrant différents types de logements, des appartements de vie autonomes aux chambres de soins complets. Quel niveau de soins pensez-vous serait approprié? Madame Faucher a demandé à Patricia comme si je n'étais pas là. « Nous pensons à la vie assistée pour commencer », a répondu Patricia. Bernard a eu quelques difficultés avec les tâches quotidiennes et nous voulons nous assurer qu'il a du soutien disponible quand il en a besoin. Quelques difficultés avec les tâches quotidiennes. Patricia réécrivait déjà mon histoire, créant un récit de déclin qui justifierait ses décisions. Alors que nous visitions l'unité de soins de la mémoire, j'ai remarqué que Patricia prêtait une attention particulière aux mesures de sécurité. Porte verrouillée, supervision du personnel, accès limité à l'extérieur. Elle l'évaluait comme une prison potentielle, pas une maison. Les résidents en soins de la mémoire semblent très heureux, a observé Patricia à Madame Faucher. Oui. Beaucoup de familles trouvent rassurant de savoir que leurs proches sont dans un environnement sécurisé où ils ne peuvent pas se perdre ou devenir confus. Ne peuvent pas se perdre, ne peuvent pas devenir confus, ne peuvent pas sortir. Sur le chemin du retour, Patricia était effusive dans ses éloges de l'installation. N'était-ce pas merveilleux, Bernard? Toutes ces activités, le personnel amical, la belle salle à manger. Je pense que vous seriez très heureux là-bas. Cela avait l'air très bien, ai-je accepté. Quand quelque chose comme ça arriverait-il? Eh bien, nous aimerions d'abord finaliser la paperasse de tutelle. Ainsi, nous pouvons gérer tous les arrangements pour vous. Nous assurer que tout se passe en douceur. Combien de temps ce processus prend-il généralement? L'avocat a dit que nous pourrions probablement tout terminer en 2 semaines si nous bougeons rapidement. 2 semaines. Patricia prévoyait d'avoir un contrôle total sur ma vie en 2 semaines. Ce soir-là, Michel a appelé pour savoir comment s'était passée la visite. « Papa, Patricia a dit que tu as vraiment aimé les Jardins de la Sérénité. »
Je suis si heureux que tu sois ouvert à ce changement. C'est encore effrayant, Michel, mais je sais que toi et Patricia avez mes meilleurs intérêts à cœur. Nous les avons, papa, nous les avons vraiment. Et je veux que tu saches qu'une fois que la tutelle sera arrangée, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Nous nous occuperons de toutes les décisions difficiles, toute la paperasse, toute la gestion financière. Tu peux juste te concentrer sur profiter de tes années dorées. Mes années dorées dans une unité de soins de la mémoire verrouillée pendant qu'il dépensait les économies de ma vie. Cela sonne comme un soulagement, ai-je dit. Je t'aime, papa. Maman serait si fière de voir à quel point tu es courageux avec tout ça. Après que Michel a raccroché, je me suis assis dans ma cuisine, ressentant tout le poids de ce qui était sur le point de se passer. Dans 2 semaines, si tout se passait selon le plan de Patricia, je serais confiné au jardin de la sérénité. Ma maison serait vendue, mes économies seraient sous le contrôle de Patricia et Michel, et je serais réduit à un vieil homme impuissant, dépendant de leur générosité pour ma survie. Mais Patricia avait fait une erreur cruciale dans son complot. Elle avait présumé que j'étais isolé, que je n'avais personne vers qui me tourner pour de l'aide, que Daniel était juste un voisin faisant des faveurs plutôt qu'un avocat compétent avec des décennies d'expérience. Mercredi matin, j'ai appelé Patricia avec ce que j'espérais sonner comme de bonnes nouvelles. « Patricia, j'ai réfléchi à tout et j'ai pris une décision. Je veux aller de l'avant avec l'accord de tutelle dès que possible. » Oh, Bernard, c'est merveilleux. Je suis si fier de vous de faire ce pas. Je me demandais, pourrions-nous rencontrer l'avocat cette semaine? J'aimerais commencer la paperasse. Bien sûr. Laissez-moi appeler Michel et voir quand il est disponible. Nous pourrions probablement nous rencontrer dès vendredi. En fait, Patricia, j'ai une confession à faire. Je me suis senti si dépassé par tout cela que j'ai demandé à mon voisin Daniel de m'aider à comprendre les aspects légaux. Il est avocat, n'est-ce pas? Et j'ai pensé que ce serait bien d'avoir quelqu'un pour m'expliquer les choses en termes simples. Il y a eu une longue pause. Bernard, je ne pense pas que ce soit nécessaire. L'avocat que Michel et moi avons choisi est très expérimenté avec ces types d'arrangements. Oh, j'en suis sûr, Daniel s'est juste proposé de venir pour me donner un soutien moral. J'espère que c'est bien. Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais presque entendre Patricia calculer, essayant de déterminer si la présence de Daniel représentait une menace pour ses plans. Bien sûr, Bernard, si cela vous rendrait plus à l'aise, Daniel est le bienvenu pour se joindre à nous. Mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. Pour la première fois depuis que ce plan avait commencé, Patricia traitait avec une variable inconnue, un professionnel juridique qui pourrait poser des questions gênantes. Cet après-midi-là, je me suis rencontré avec Daniel pour me préparer à la réunion de vendredi. Bernard, c'est ça, c'est là que Patricia et Michel vont révéler leurs vraies intentions. Je veux que vous soyez préparés à ce que vous allez entendre. Que voulez-vous dire? Ils vont vous présenter des documents qui retirent essentiellement votre vie. Ils vont essayer de vous presser de signer sans vous donner le temps de tout lire attentivement. Et quand je commencerai à poser des questions sur les termes et conditions, vous les verrez paniquer. Quel genre de questions? Daniel a souri sombrement. Des questions sur la façon dont votre argent sera géré. Quelles restrictions seront imposées à vos activités? Ce qui se passe si vous voulez révoquer l'accord de tutelle. Des questions qui exposent le fait que ce n'est pas du tout à propos de votre bien-être. Et quand ils réaliseront que je n'ai en fait aucun bien à voler, c'est là que le masque tombera complètement. C'est là que Patricia vous montrera qui elle est vraiment. Jeudi soir, je me suis assis dans mon fauteuil préféré dans le salon, regardant autour de la maison qu'Hélène et moi avions construite ensemble. Demain, Patricia pensait qu'elle allait me tromper pour me faire signer la perte de tout ce pour quoi nous avions travaillé. Elle pensait qu'elle sortirait de notre réunion avec un contrôle total sur ma vie et mes biens. Au lieu de cela, elle était sur le point de tomber dans un piège qui la détruirait complètement.
La femme qui m'avait systématiquement isolé de ma famille, qui avait retourné mon propre fils contre moi, qui avait prévu de me placer dans une institution tout en volant tout ce que j'avais, cette femme était sur le point de découvrir que le vieil homme impuissant qu'elle pensait manipuler jouait son propre jeu. Et j'étais très bon au jeu, bien meilleur que Patricia ne l'avait jamais imaginé. La réunion était prévue pour 10 heures vendredi matin dans les bureaux de Maître Dubois & Associés, le cabinet d'avocats que Patricia et Michel avaient choisi. Je me suis habillé soigneusement ce matin-là, ni trop élégant, ni trop négligé, juste assez pour un vieil homme confus qui avait besoin de conseils pour gérer sa vie. Daniel est venu me chercher à 9h30, serrant ma main de manière rassurante pendant que nous conduisions vers le centre-ville. « Souvenez-vous, Bernard, laissez-les faire la plupart de la conversation. Agissez confus quand c'est approprié, mais n'en faites pas trop. Et quoi que vous fassiez, ne signez rien jusqu'à ce que j'aie complètement examiné. »« Je suis prêt, ai-je dit, et je le pensais. » Maître Dubois & Associés occupait un immeuble de bureaux brillant dans le quartier d'affaires. Patricia et Michel attendaient déjà dans la salle de conférence quand nous sommes arrivés, avec un avocat au visage sérieux nommé Maître Dubois, qui a à peine levé les yeux quand nous sommes entrés. « Monsieur Bernard, c'est bon de vous voir », a dit Patricia, se levant pour me serrer dans ses bras. « J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. »« Pas très bien, ai-je admis. J'ai continué à penser à tout ce qui va changer. » Michel s'est levé et a serré la main de Daniel avec une irritation mal dissimulée. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi mon père a ressenti le besoin d'une représentation légale supplémentaire pour ce qui devrait être un processus simple. Daniel a souri agréablement. Je suis juste ici pour aider Bernard à comprendre les documents qu'il va signer. En tant que voisin et ami, je veux m'assurer qu'il est à l'aise avec tout. Maître Dubois s'est raclé la gorge avec impatience. « Eh bien, commençons alors. Monsieur Bernard, votre fils et votre belle-fille ont déposé une requête au tribunal pour être nommés vos tuteurs légaux. Cela leur permettrait de prendre des décisions financières et médicales en votre nom. » Il a glissé une épaisse pile de papier sur la table vers moi. Ces documents établissent l'accord de tutelle et transfèrent la gestion de vos biens à Michel et Patricia. Daniel s'est penché en avant. « Puis-je examiner ceux-ci avant que Monsieur Bernard ne signe quoi que ce soit ? » « Ce n'est pas vraiment nécessaire, » a dit Maître Dubois. « Il s'agit d'un accord de tutelle standard. »« J'en suis sûr, mais j'aimerais comprendre les termes spécifiques. » Pendant que Daniel commençait à lire les documents, j'ai observé le visage de Patricia. Elle essayait de paraître patiente et préoccupée, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la frustration dans ses yeux. « J'ai quelques questions, » a dit Daniel après plusieurs minutes. « Cette clause ici donne à Michel et Patricia une discrétion totale sur la façon dont les biens de Bernard sont investis et dépensés. Il n'y a aucune exigence de comptabilité ou de supervision. »« C'est correct, » a répondu Maître Dubois. « Les tuteurs ont une autorité financière totale. Et cette section les autorise à vendre la maison de Bernard et à le placer dans n'importe quelle installation résidentielle qu'ils jugent appropriée, indépendamment de ses préférences. » Patricia s'est agitée inconfortablement. « Daniel, nous voulons seulement ce qui est le mieux pour Bernard. La maison est trop pour lui à entretenir, et les jardins de la Sérénité fourniraient les soins dont il a besoin. » « Je comprends. Et qu'arrive-t-il si Bernard retrouve sa capacité et veut révoquer la tutelle ?» Maître Dubois a semblé irrité. « Ces arrangements sont généralement permanents. Inverser une tutelle nécessite des procédures judiciaires approfondies. » Daniel a hoché la tête pensivement, puis a sorti son propre dossier. « Avant de continuer, je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir. Bernard, voulez-vous leur dire ce que nous avons arrangé ?» C'était le moment que j'attendais. J'ai regardé directement Patricia et Michel, voyant l'attente sur leur visage, la confiance qu'ils étaient sur le point d'obtenir le contrôle de ma vie et de mes biens. J'ai transféré tous mes biens dans une fiducie irrévocable, ai-je dit calmement. Ma maison, mes économies, mes investissements, tout appartient maintenant légalement à la fiducie familiale Bernard.
Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Patricia est devenu complètement blanc. Michel a semblé confus, puis alarmé. « Qu'est-ce que cela signifie ?» a demandé Michel. Daniel a souri. « Cela signifie qu'à partir de lundi matin, Bernard n'a plus de biens qui peuvent être placés sous tutelle. La fiducie lui fournira un revenu mensuel à vie, mais le principal est complètement protégé. » Patricia a trouvé sa voix en premier. « C'est impossible, Bernard. Vous ne pouvez pas avoir fait ça sans nous le dire. »« Pourquoi aurais-je besoin de vous le dire ?» ai-je demandé. « C'était mes biens, à faire ce que je voulais avec. » Maître Dubois feuilletait frénétiquement ses papiers. « S'il n'y a pas de biens à gérer, alors la base de cette demande de tutelle est affaiblie. »« En fait, » a continué Daniel, « il y a autre chose que tout le monde devrait savoir. Le docteur Sandra Duval, la psychiatre gériatrique, a mené une évaluation complète de Bernard cette semaine. Son rapport confirme que Bernard est complètement mentalement capable et n'a besoin d'aucune sorte de tutelle. » Le masque de Patricia est finalement tombé complètement. « C'est ridicule, Bernard. Vous avez été confus, oubliant des choses, ayant des problèmes pour gérer votre maison. J'ai eu, l'ai-je interrompu, ou j'ai fait semblant d'avoir ces problèmes parce que je savais que vous prévoyiez de me déclarer incapable. » La salle a explosé dans le chaos. Michel exigeait de savoir ce que je voulais dire. Maître Dubois demandait la validité de l'évaluation de capacité. Patricia insistait que j'étais confus et manipulé, mais la voix de Daniel a coupé à travers le bruit. Je dois mentionner que nous avons enregistré des conversations liées à cette tentative de tutelle, y compris celle où Michel a menacé de l'interner de force si elle ne renonçait pas volontairement à son indépendance. Le visage de Patricia s'est effondré pour la première fois depuis que je la connaissais. Elle avait l'air vraiment vaincue. « Vous avez planifié cela ?» a dit Michel me fixant avec incrédulité. « Vous nous avez manipulés. » « Non, Michel, je me suis protégé de personnes qui voulaient voler ma vie. Nous essayons de vous aider. Vous essayez de vous aider avec mon argent. » Daniel s'est levé, rassemblant ses papiers. « Maître Dubois, je pense que cette réunion est terminée. Il n'y a pas de demande de tutelle à poursuivre et essayer de continuer avec des tactiques coercitives pourrait exposer vos clients à une responsabilité pénale. » Alors que nous nous préparions à partir, Patricia a fait une dernière tentative désespérée. « Bernard, s'il vous plaît, pensez à Emma et Louis. Pensez à votre famille. » Je me suis arrêté et me suis tourné vers elle. « J'ai pensé à eux, Patricia. J'ai pensé au genre de grand-père que je veux être. Pas une victime, pas quelqu'un qui peut être manipulé et jeté. Je veux être quelqu'un qu'ils peuvent respecter. » 6 mois plus tard, j'étais dans le jardin de ma nouvelle maison, une charmante petite maison à seulement 2 pâtés de maison de Daniel et sa femme Marcel. Elle était plus petite que la maison qu'Hélène et moi avions partagée, mais elle était à moi, achetée avec le revenu de la fiducie qui protégeait les économies de ma vie des gens qui les exploiteraient. La sonnette a sonné et j'ai ouvert pour trouver Emma et Louis à ma porte, accompagnés de la fille de Daniel, Sophie. « Grand-père Bernard !» Emma m'a serré dans ses bras. « Pouvons-nous voir ton nouveau jardin ?» Au cours des derniers mois, Michel et Patricia avaient divorcé. Le stress de leur plan échoué, combiné aux problèmes juridiques croissants de Patricia, avait détruit leur mariage. Michel m'avait finalement approché, maladroit et embarrassé, essayant de reconstruire notre relation. Je lui avais pardonné, mais j'avais aussi appris à établir des limites. Il était le bienvenu dans ma vie, mais seulement selon des termes qui respectaient mon indépendance et ma dignité. Patricia avait disparu, quittant la ville après la finalisation du divorce. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait déménagé dans une autre région, peut-être pour trouver de nouvelles cibles âgées pour ses plans. Alors que je regardais Emma et Louis explorer mon jardin, riant et courant entre les fleurs que j'avais plantées, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je n'avais pas seulement survécu à la tentative de Patricia de détruire ma vie, j'avais découvert une force et des ressources que je ne savais pas posséder. L'homme qui avait été manipulé et isolé, qui s'était senti invisible et oublié, était parti.
À sa place se trouvait quelqu'un qui ne se permettrait plus jamais d'être victime de personnes qui confondent gentillesse avec faiblesse. J'avais 70 ans et j'étais enfin libre. Vous avez aimé mon histoire, et de quelle ville nous écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. J'attends vos commentaires sur l'histoire. Dans la vidéo, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande de tout cœur. Il y en a beaucoup plus sur ma chaîne Les Conseils de Papy. N'oubliez pas de vous abonner.